Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Réseaupédia. En quelques mots, Réseaupédia, c'est le réseau de santé de l'enfant des Pays de la Loire. En fait, il est issu de la réflexion de quelques pédiatres de la région qui soulignaient la nécessité, de s'intéresser à l'enfant du fait de l'importance de sa population, 800 000 enfants en Pays de Loire, soit 20% de cette population, l'importance d'agir dès l'enfance sur les déterminants de santé, dont on sait les conséquences pour la vie future, et d'affirmer la singularité de l'enfant n'étant pas un adulte en miniature. Alors, réseau Pédia avec qui? En fait, avec l'ensemble des professionnels de la santé de l'enfant, et ça de la prévention aux soins, quel que soit le mode d'exercice. Alors, on a les libéraux, les hospitaliers, les structures médico-sociales, plateformes et réseaux, la PMI et la médecine scolaire et la protection de l'enfance. Alors, dans quel objectif? Alors, les trois principaux, c'est fédérer l'ensemble des professionnels de santé, améliorer la lisibilité des parcours et des filières, et puis créer une culture pédiatrique commune en région, ce qui nous ramène à notre webinaire d'aujourd'hui, et webinaire qui est réalisé en partenariat avec la SRAE Alex, et c'est Madame Dominique Juseau, sa présidente, qui va nous présenter le dossier MDPH et son certificat médical. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc voilà, notre thème ce soir, c'est le dossier MDPH et surtout le certificat médical. Ouh là 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 là, comment faire pour s'en débarrasser? Et surtout, quel impact ce que vous écrivez sur le certificat a-t-il sur le traitement par la MDPH? C'est ça qui est intéressant. Et ayant été médecin de CDES puis de MDPH pendant un certain nombre d'années, quelques dizaines, eh bien, voilà, j'ai constaté à quel point c'est toujours aussi important d'expliquer comment le certificat est lu quand il arrive à la MDPH. Et le handicap, c'est quelque chose de très multiple. Alors, vous avez bien sûr tout ce qui concerne le handicap moteur, le handicap qui se voit, le handicap intellectuel qui se voit, mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. Et il faut bien reconnaître qu'il y a quand même 80% des handicaps qui ne se voient pas. Donc, c'est pas si évident que ça. Bien sûr, quand quelqu'un a une canne blanche, ça se voit. Mais quand un enfant doit utiliser son ordinateur à cause d'un trouble d'apprentissage, ça ne se voit pas. Quand il est sourd, ça ne se voit pas toujours. Et quand il a des maladies chroniques, eh bien, ça ne se voit pas non plus. C'est difficile de comprendre exactement tout ce que peut recouvrir le handicap. Alors, bien sûr, depuis quelques générations, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé là-dessus, et de scientifiques en particulier. Et puis, on a abouti à quelque chose qui s'appelle la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap, et depuis 2001, puisqu'elle a été validée par l'OMS en 2001. Et voici cette espèce de diagramme. Un handicap, pour qu'on puisse parler de handicap, il faut qu'il y ait au départ un problème de santé. C'est ce qui a été décidé. Et ça répondait à toute une interrogation importante dans les années 70-80, où on parlait énormément de handicap social. Et on disait qu'il y avait des handicaps qui étaient purement du handicap social. Et du coup, dans la définition actuelle du handicap, le consensus est arrivé sur le fait qu'il faut bien qu'il y ait un problème de santé à la base du handicap. Et ce problème de santé, il entraîne trois types de difficultés. Il y a d'abord des altérations de fonction ou de structure. Si vous perdez un bras, ben, il y a une altération de structure anatomique, mais aussi si vous avez une pseudarthrose qui vous empêche de marcher, ou des choses comme ça, ou une nécrose de la hanche qui vous empêche de marcher correctement, ça c'est une altération des structures anatomiques. Et vous pouvez avoir aussi des altérations de fonction, une altération par exemple de la fonction rénale qui vous oblige à avoir une dialyse, ou bien tout simplement une altération des fonctions psychiques ou une altération des fonctions intellectuelles qui ne vous permet pas de faire vos apprentissages et de réagir comme d'autres enfants. Donc,
Bien sûr, aujourd'hui, on va plutôt se cantonner à l'enfant, hein, puisque Résopédia, c'est plutôt l'enfant. Et donc, ces altérations de fonction, c'est un peu l'aspect lésionnel, et ça ne suffit pas à définir le handicap. Et pour définir le handicap, il faut passer à l'activité, c'est-à-dire à cause de ces altérations de fonction ou de structure, il y a des activités normales pour tout être humain qui sont mises en difficulté. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à marcher normalement, ou bien il y a des difficultés de motricité fine. Donc, ça veut dire on a des difficultés à apprendre à écrire, des choses comme ça. À apprendre aussi à manipuler les objets, à manger proprement, avec des couverts qu'on tient bien dans la main correctement, etc. Donc, toutes ces choses-là sont des activités que tout être humain, habituellement, apprend dans ses apprentissages. Alors, peut-être pas la première année, évidemment, mais au fur et à mesure des années. C'est la même chose aussi pour le langage, bien sûr. Le langage oral et puis plus tard, le langage écrit. Donc, tout ça sont des apprentissages pour certains qui se font pas tout de suite dans la première enfance, mais qui normalement se font au fur et à mesure des années qui passent. Et quand il y a une altération, une limitation de ces activités, une difficulté à réaliser ces activités, ou un besoin d'aide pour les réaliser, que ce soit une aide technique ou une aide humaine, eh bien, on parle de limitation des activités. Et puis, ce qui se passe aussi, à cause souvent à la fois des altérations et des limitations d'activité, c'est qu'il y a des restrictions de participation. Qu'est-ce que c'est la participation? C'est comment on va s'insérer dans la société. Un enfant, comment il s'insère dans la société? Il s'insère en étant avec les autres. Et donc, où est-ce qu'il est avec les autres? Ben, il y a déjà dans sa famille, il y a aussi à l'école, à la crèche et dans les loisirs. Donc, il faudra regarder un petit peu tout ça pour savoir s'il y a des altérations de la participation. Et puis, on s'est aperçu que, bien sûr, il y a des facteurs environnementaux qui sont extrêmement importants. Et c'est là que, justement, ce handicap social dont on parlait au début, quelquefois se loge à cet endroit-là, dans la mesure où si l'enfant a un environnement familial qui est en difficulté socialement, eh bien, ça va peut-être aggraver ses restrictions de participation, même avec les mêmes limitations d'activité qu'un autre enfant. Ou bien alors, si au contraire, il est dans un environnement très favorable, et on a certains enfants avec une déficience intellectuelle bien réelle, mais dans des environnements tout à fait favorables, avec des parents très performants dans les apprentissages qu'ils font réaliser à leurs enfants, avec des milieux éducatifs tout à fait intéressants, qui sont capables de beaucoup de choses dont on ne les croyait pas capables au départ. Et donc, ceux-là, eh bien, ils réussissent à avoir une bonne participation sociale malgré des limitations d'activité. Et puis, il y a les facteurs personnels, et c'est là qu'on trouve, par exemple, le facteur génétique. C'est vrai que si d'emblée, on reconnaît que vous avez un chromosome qui est surnuméraire, ou bien alors une délétion chromosomique, eh bien, forcément, c'est un facteur euh, génétique, mais qui, à lui seul, j'allais dire, ne crée pas le handicap, puisque le handicap, c'est les conséquences pratiques de ce facteur. On ne peut pas dire il est handicapé parce qu'il a une délétion du chromosome. Alors, bien sûr, la cause, l'étiologie définitive, c'est ça. Mais pourquoi on dit qu'il est handicapé? C'est parce qu'il y a des conséquences sur sa vie quotidienne. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement important à retenir. On y reviendra, bien sûr. Dans ce modèle de la classification internationale du fonctionnement du handicap, eh bien, on a donc trois choses, comme je vous le décrivais. L'altération de structure ou de fonction, qui est l'aspect lésionnel, purement lésionnel. Si vous avez une paralysie, si vous avez un os qui ne va pas, ou des os qui se fracturent tout le temps, par exemple, ou des choses comme ça, c'est vraiment l'aspect lésionnel. Si vous avez aussi une épilepsie, ça aussi, c'est un aspect lésionnel. Et ça produit des limitations d'activité. Ça, c'est l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire il y a des fonctions qui ne peuvent plus être réalisées
partiellement, totalement, ça dépend. On peut aussi on peut avoir une limitation d'activité parce qu'on ne peut pas du tout marcher, ou bien alors on peut avoir une limitation d'activité parce qu'on boite quand on marche. C'est deux choses, bien sûr, complètement différentes qui auront des conséquences différentes, mais qui sont toutes les deux une conséquence de l'altération. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, la restriction de participation à la vie sociale, ce sera encore plus les conséquences de tout ça, avec l'impossibilité ou la limitation du rôle social normal. Bien sûr, attention, tout ça est en rapport avec l'âge, parce que évidemment, on n'attend pas la même chose d'un petit enfant d'1 an ou d'un enfant de 10 ans. Donc, bien sûr, ce sera toujours rapporté à l'âge, en rapport avec le sexe, en rapport avec les facteurs socioculturels. Et ça, c'est important. Et là, il y aura des obstacles ou des facilitateurs qui vont aggraver ou non, ou améliorer, diminuer la restriction de participation à la vie sociale. Donc, finalement, avec tout ça, on a pu, en 2005, dans la loi du 11 février 2005, écrire pour la première fois en France une définition du handicap. Et c'est très important parce que la précédente loi, la première loi relative à toutes les personnes handicapées, qui avait un peu unifié tout ce qui se passait dans le secteur du handicap, c'était la loi de 1975, du 30 juin 1975, qui disait constituer un handicap, non, est reconnu comme handicapé toute personne reconnue comme telle par les commissions. Donc, il n'y avait rien d'objectif en apparence, c'était les commissions qui décidaient. Tandis que là, les recherches ont permis d'exprimer beaucoup mieux toutes ces choses-là. Et donc, un des premiers articles de la loi du 11 février 2005, c'est la définition du handicap. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Donc, vous voyez bien que ce ne sont jamais les aspects lésionnels qui constituent le handicap au niveau de la loi. Mais bien sûr, ce sont les aspects lésionnels qui vont provoquer les limitations d'activité ou les restrictions de participation. Et bien sûr, tout ça, ça va se faire dans un environnement particulier qui va aussi, lui, entraîner des conséquences. Et chose aussi importante, cette loi de 2005 a détaillé toutes les fonctions qui peuvent être altérées. Alors, bien sûr, la plupart étaient bien connues depuis longtemps. Les altérations physiques, ben voilà, le handicap moteur, j'allais dire, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Les altérations sensorielles, c'est pareil. Les altérations mentales, euh, les altérations cognitives. Et ça, c'était la première fois que vraiment on mettait ce terme de cognitif dans le handicap, parce que c'est valable pour les enfants comme pour les adultes. Et donc, tous les troubles cognitifs peuvent parfois aboutir à des limitations d'activité ou des restrictions de participation et font partie du handicap. Mais aussi les altérations psychiques, bien sûr. Et puis, est apparu aussi dans la loi le polyhandicap et les troubles de santé invalidants. C'est-à-dire que entre 1975 et 2005, il y a eu une prévalence de plus en plus grande des maladies chroniques. Et on s'est aperçu que toutes ces maladies chroniques peuvent aussi mettre la personne en situation de handicap. Et finalement, donc, ça a été reconnu dans la loi par ce terme de trouble de santé invalidant. Et tout ça est donc vraiment, chaque mot compte dans cette définition. Et quand on a bien compris tous les mots de cette définition, eh bien, on est beaucoup mieux armé pour remplir un certificat médical. Et parce que à la MDPH, on va tout le temps se référer à cette définition. Donc, on a une définition d'un taux d'incapacité et ça se fait avec un texte qui s'appelle le guide barème. C'est un guide méthodologique qui donne des fourchettes de taux. Alors attention, c'est au jour de la demande et il existe des possibilités d'évolution au cours de la vie, c'est évident. Il y a des situations qui peuvent s'améliorer parce que l'enfant apprend à compenser son handicap et donc les restrictions de participation et les limitations d'activité diminuent, mais ça peut aussi évidemment s'aggraver.
un certain nombre de pathologies peuvent s'aggraver au cours de la vie et forcément, à ce moment-là, le taux augmentera. Mais attention, parce que ce taux, il ne va pas augmenter de 1 à 100%. Il va être réparti en 3 catégories. Et on aurait pu dire A, B, C, ça aurait été la même chose. Parce que jamais le taux n'est fixé à 52% ou à 48% ou à 78%. Contrairement à ce qu'il y avait autrefois dans les barèmes et à ce qu'il y a encore dans les barèmes, par exemple, pour les accidents de travail ou dans les barèmes des anciens combattants, où il y avait des taux qui servaient à des indemnisations et là, l'indemnisation augmentait au fur et à mesure que le taux augmentait. Ici, le taux ne sert pas à une indemnisation, il sert à une éligibilité, c'est-à-dire est-ce que la personne a droit à telle ou telle allocation. On va y revenir. Donc, on a 3 taux possibles, inférieur à 50, 50 à moins de 80 et plus de 80. Et donc, chaque personne, chaque enfant va se situer dans une de ces 3 tranches. Et les conséquences, évidemment, seront différentes. On va y revenir. Et qui détermine ce taux? C'est l'équipe pluridisciplinaire qui évalue ce taux d'incapacité en fonction des éléments qui sont apportés par les professionnels de la famille ou par l'entourage. Le taux estime les retentissements des altérations de fonction dans la vie quotidienne de la personne. Et c'est donc toujours ce que nous allons rechercher. Et c'est là que nous allons parler de cette notion d'entrée dans le champ du handicap, c'est-à-dire, est-ce que cet enfant-là, oui ou non, il présente des limitations d'activité ou des restrictions de participation. On peut avoir des altérations de fonction, on peut avoir par exemple une épilepsie qui va donner des crises à un certain moment et puis après, petit à petit, avec le traitement, il n'y aura plus de crise, et puis, ou des absences, par exemple, et après, avec le traitement, il n'y a plus d'absence. À ce moment-là, il y a bien une altération de la fonction et une perte de la vigilance dans certains cas, mais il n'y a pas de limitation d'activité et pas de restriction de participation. L'enfant, il continue à aller à l'école normalement, il a une intelligence normale et il apprend normalement. Donc là, il n'y a pas du tout de restriction de participation. Mais parfois, pour diverses raisons, on peut lui donner quand même à l'école un projet d'accueil personnalisé si, par exemple, il y a quelques petites difficultés d'apprentissage, mais qui restent gérables, on va dire. Mais bien sûr, dans un certain nombre de cas, il y a des retentissements sur les limitations d'activité, les restrictions de participation. Et à ce moment-là, ce qui va compter, si on peut dire, c'est l'entrave à la vie sociale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie sociale, c'est la vie dans la famille, la vie à l'école ou à la crèche, etc., enfin en collectivité, et dans les loisirs. Et il faut voir si ces 3 secteurs sont impactés et à quel degré ils sont impactés. S'il n'y a pas ou très peu d'entraves à la vie sociale, il peut y avoir nécessité d'un projet d'accueil personnalisé, mais le taux n'atteint pas 50%. Par contre, s'il y a une entrave notable à la vie sociale, c'est-à-dire que pour avoir une vie sociale normale, il va falloir des compensations importantes ou bien alors il va falloir accéder à des soins qui vont être durables. Enfin, ce n'est pas des soins qui vont durer une semaine, c'est des soins qui vont durer plusieurs années avec des rééducations ou avec des traitements, ou enfin, voilà. Et il faut que ça dure au moins 1 an pour que ce soit considéré comme possiblement un handicap. Donc, s'il y a une entrave notable à la vie sociale, et attention, parce que pour les enfants, c'est l'entrave notable à la vie sociale de l'enfant, mais aussi à la vie sociale des parents. C'est-à-dire qu'on considère qu'un parent qui doit conduire son enfant 3 fois par semaine chez des rééducateurs, ça entrave sa vie sociale, sa capacité d'utiliser son temps pour le travail, pour les autres enfants, pour sa propre vie sociale de loisirs, etc. Et donc, ça, c'est pris en compte dans ce fameux taux de 50%. Donc, s'il y a une entrave notable à la vie sociale, on atteint le taux de 50%. Et puis, pour atteindre le taux de 80%, il faut qu'il y ait une atteinte
de l'autonomie personnelle de l'enfant, c'est-à-dire, bien sûr, toujours par rapport à un enfant du même âge. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors l'enfant tout petit, il ne peut pas avoir d'atteinte de son autonomie personnelle, puisque de toute façon, il ne sait rien faire tout seul. Oui, mais quand vous avez un enfant de 6 mois, généralement, il tient sa tête. Un enfant de 6 mois qui ne tient pas sa tête, ça, c'est une atteinte de son autonomie, parce que on voit bien que si à 6 mois ou 7 mois, il ne tient pas sa tête, eh ben, il ne va pas non plus bien s'asseoir, et puis après, il ne va pas non plus pouvoir marcher peut-être, etc. Donc, il n'est pas interdit de donner un taux à un enfant tout petit si on voit qu'il a des choses importantes et qui conditionnent son autonomie future et conditionnent aussi la vie de ses parents, puisqu'il y a une entrave notable dans la vie sociale de ses parents. Et si on voit que c'est très important comme altération, et je dirais un enfant qui ne tient pas sa tête à 9 mois, 10 mois, 1 an, c'est vraiment très important et on sait que ça va être un peu grave. Et donc là, le taux, il est de 80%. Alors, pour un enfant, par exemple, de 7, 8, 10 ans, ben, voilà, un enfant de cet âge-là, il commence à savoir se laver tout seul, il sait s'habiller tout seul. Bon, ben, pour obtenir le taux de 80%, il va falloir qu'une de ces activités ou plusieurs de ces activités soient bien sûr entravées par les difficultés qu'il présente. Donc, vous voyez qu'il y a deux seuils. La gêne notable, principalement dans la vie sociale, ça fait le seuil de 50%. Et l'entrave majeure avec altération de l'autonomie individuelle, ça fait le seuil de 80%. Et ce qui peut aussi faire 80%, c'est l'abolition totale d'une fonction. C'est vrai que si, par exemple, votre fonction rénale est totalement abolie et que vous êtes totalement dépendant de la machine à dialyse pour votre survie, eh bien, à ce moment-là, on considère que vous avez un taux de 80% de toute façon. Même si vous savez encore tout à fait vous déplacer, réfléchir, etc. Mais le risque vital est tel que il y a une abolition d'une fonction et ça fait un taux de 80%. Bien sûr, s'il y a une impossibilité totale de la marche, eh bien là aussi, ça fait un taux de 80% parce que là, il y a une fonction aussi qui est complètement impossible. Donc, vous voyez, ces deux taux ont des limites, j'allais dire, bien précises. En même temps, je suis bien consciente que ce n'est pas bien précis, justement. Mais dans votre réflexion, ce sont les deux questions qu'il faut vous poser. Y a-t-il une gêne notable dans la vie sociale, taux de 50% à prévoir? Y a-t-il une entrave majeure avec altération de l'autonomie, taux de 80% à prévoir? Sachant que, attention, dans un certificat médical, vous n'êtes pas du tout obligé de marquer un taux. Mais par contre, vous devez donner au médecin de la MDPH les éléments qui vont lui permettre de déterminer ce taux. Et donc, je me souviens d'un dossier pour un enfant handicapé moteur où je ne savais pas parce qu'il y avait eu plusieurs dossiers qui s'étaient suivis, etc. Et finalement, en regardant partout, je ne trouvais pas si cet enfant marchait ou ne marchait pas. Eh bien, ça change tout. Parce que s'il marchait même avec de l'aide, etc., on pouvait considérer qu'il avait un taux de 50% parce qu'il avait l'air de bien se développer, d'apprendre, etc. Par contre, s'il ne marchait pas du tout, il avait un taux de 80%. Donc, c'est très, très important que vous précisiez quand il y a des choses comme ça. Voilà, y a-t-il des fonctions qui sont abolies ou y a-t-il des limitations d'activité qui sont très importantes? Alors attention, on pense tout de suite à la marche, mais la communication est aussi une des fonctions très importantes. Et on reviendra tout à l'heure sur les actes essentiels de la vie qui font le lit de cette absence d'autonomie. Mais c'est vrai que si un enfant n'a pas de communication du tout, que ce soit parce qu'il ne sait pas parler avec une dysphasie majeure, par exemple, ou bien que ce soit parce qu'il ne parle pas, parce qu'il est autiste et qu'il est bloqué sur le plan du langage. Donc, il a peut-être les capacités physiques de parler, mais il ne parle pas.
ou bien que ce soit parce qu'il a un handicap moteur lourd qui l'empêche de formuler les mots. Et donc, un enfant qui ne parle pas, ben évidemment, il va avoir bien sûr pas à 1 an, mais plus tard, lorsqu'un enfant a 5-6 ans, s'il ne parle pas du tout, on peut aller jusqu'à un taux de 80%, puisque normalement, à 5-6 ans, on s'exprime et on est capable de dire ce qui se passe pour soi-même. Maintenant, on cherche à ce que tous les enfants atteignent une certaine autonomie et donc puissent faire des apprentissages. Et c'est aussi quelque chose d'important qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'il a été reconnu que tout enfant, même le plus handicapé, a des capacités d'apprentissage. Et donc, quand je parle des plus handicapés, ce sont les enfants polyhandicapés qui ont des capacités d'apprentissage également. Et ça a été bien écrit dans le protocole national de diagnostic et de soins, dans la recommandation HAS, qui sont tous les deux sortis en 2020, et où on a traité justement toutes les capacités des enfants polyhandicapés. Alors, dans la constitution d'un dossier MDPH, il y a le certificat médical et puis il y a aussi le rôle des psychologues. Et c'est important parce que le médecin n'est pas toujours le mieux armé pour évaluer les capacités d'apprentissage, par exemple, de chaque enfant et cibler les fonctionnements cérébraux qui lui permettront d'apprendre. Donc, on va en reparler après. Et le rôle des psychologues est donc très important dans la description du fonctionnement cérébral et des difficultés de ce fonctionnement. Et bien entendu, vous imaginez bien à quel point le rôle des établissements ou de l'école est important aussi, parce que leur rôle, c'est de permettre à chaque enfant de développer ses capacités en vue d'acquérir de l'autonomie. Et donc, si un enfant est dans un établissement ou si il est à l'école, eh bien, c'est très, très important que l'école, elle aussi, nous dise comment cet enfant développe ses capacités et comment il se comporte à l'école et quelles sont ses difficultés. Et comment il utilise les techniques de contournement ou de compensation qu'on a mises à sa disposition. Par exemple, pour certains enfants avec des troubles des apprentissages, comment ils utilisent l'ordinateur qu'on a pu éventuellement mettre à leur disposition. Donc, en matière d'apprentissage, l'enfant, normalement, est doté d'un certain nombre d'outils. Alors, on va prendre le raisonnement pour commencer, parce que c'est, j'allais dire, peut-être le plus facile à appréhender quand il y a une difficulté grave de raisonnement. On est dans la déficience intellectuelle et tout de suite, on voit que cet enfant-là, il va avoir des difficultés d'apprentissage. S'il y a une vraie déficience intellectuelle, donc inférieure à 70, eh bien, forcément, on aura un taux qui sera au moins supérieur à 50, puisque là, il y aura une entrave à la vie sociale évidente. Mais on peut avoir des enfants tout à fait intelligents, mais qui ont aussi des difficultés d'apprentissage et d'autres difficultés. Alors, j'attire vraiment votre attention parce que c'est important et c'est là que les psychologues jouent un grand rôle. Il peut y avoir des difficultés attentionnelles, et ça, on en parle beaucoup maintenant avec les TDAH. Mais attention, l'attention, c'est l'attention simple, mais aussi l'attention divisée. Il y a le rôle des émotions aussi qui perturbe parfois l'attention. Et puis, il y a la capacité à maintenir son attention pendant un certain temps. Après, il y a tout ce qui est coordination. Coordination entre les deux mains, coordination entre l'œil et la main. Et tout ça, c'est bien étudié, soit par les psychologues, soit par les ergots ou les psychomotes. Et puis, il y a tout ce qui est la capacité d'utiliser les notions d'espace et de temps. Alors, bien sûr, un petit enfant de 2 ans, il ne maîtrise pas toutes ces choses-là. Mais dès qu'on a 3, 4 ans, ben, voilà, on commence à raisonner avec le matin, le midi, le soir, etc. Bien sûr, on ne va pas lui demander de nous dire la date quand il a 3 ans, mais c'est important de savoir s'il commence à développer la notion d'espace et la notion de temps, s'il est capable d'attendre, par exemple, quelques minutes pour qu'on lui donne à manger, par exemple, ou d'autres choses. Et aussi, s'il est capable de planifier une action. C'est-à-dire, s'il voit maman qui va sortir et qui met son manteau, est-ce que l'enfant va aller au porte-manteau et puis chercher son propre manteau et commencer à vouloir le mettre? Et si tel est le cas, comment il va s'y prendre? Et petit à petit,
normalement, à 2, 3 ans, l'enfant, il commence à apprendre ces choses-là. Et même tout petit, il anticipe quand on l'habille, par exemple, il donne sa main quand on met une manche, etc. Ben, tout ça, ça fait appel à la capacité de planification du cerveau. Et donc, si cette capacité de planification est diminuée, eh bien, forcément, il y aura des retentissements dans la vie quotidienne puisque les gestes ne seront pas précis ou les gestes ne se feront pas dans le bon ordre et ça produira toutes sortes de choses. On a des enfants de 10, 12 ans qui mangent vraiment très, très, très salement parce que simplement, ils ont une difficulté de coordination et qu'il y en a pour les amis et pour les ennemis quand il y a un repas. Et donc, voilà, c'est la difficulté de planification et de coordination qui ne leur permet pas de manger proprement. Et puis, bien sûr, il y a toute la capacité de mémorisation. Alors ça, on en parle beaucoup, beaucoup chez les adultes, mais on en parle aussi chez l'enfant. Et en particulier chez l'enfant, on parle beaucoup de la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de retenir de façon brève euh, quelque chose qu'on va traiter en même temps. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder tous ces mots qui sont sur l'écran et vous les faites jouer dans votre cerveau en écoutant ce que je dis, etc. Et ça, c'est la capacité de mémoire de travail. Et si on vous supprime la diapo, vous allez retrouver des mots. Mais si on vous demande demain les mots que j'avais mis sur la diapo, forcément, peut-être ce ne sera pas encore acquis complètement, sauf si vous êtes un habitué de ces choses-là. Mais je veux dire, la mémoire de travail, c'est la mémoire vraiment immédiate. Et donc, c'est la mémoire de travail qui souvent fait défaut chez l'enfant. Donc, tout ça, ce sont des outils pour l'apprentissage et c'est important qu'on sache quels sont les outils qui sont en difficulté pour tel ou tel enfant. Donc, dans le dossier, tout ça est très, très important. Et puis, le dossier, pour aller un peu plus loin, doit expliciter les aménagements de la scolarité. Alors, on va dire, ça, ce n'est pas dans le certificat médical non plus. Ben oui et non. C'est-à-dire que dans le certificat médical, il y a quand même des choses qui ont des conséquences sur la scolarité. Par exemple, les absences nombreuses pour des rendez-vous médicaux. Il y a des enfants qui ont besoin d'être absents de l'école très fréquemment, ou bien, par exemple, des enfants qui ont une mucoviscidose et qui se retrouvent absents de l'école parce qu'ils font des infections pulmonaires. Et ça, c'est très fréquent et ça a donc des conséquences. Et à ce moment-là, c'est bien que le médecin puisse noter ces conséquences parce que ça corrobore les autres éléments du dossier. Et dans un dossier MDPH, il y a aussi une chose qui est importante, c'est la cohérence entre toutes les différentes facettes du dossier. Et donc, si le médecin note des choses qui sont en correspondance avec les autres facettes du dossier, ben, c'est évidemment très important. Alors, le besoin d'une scolarité adaptée. Bien sûr, ce n'est pas le médecin qui va décider si l'enfant il a besoin d'une AVS et combien d'heures d'AVS il a besoin. Mais néanmoins, on sait bien que le médecin, il a quand même un regard sur les adaptations de la scolarité. Est-ce que cet enfant, il peut supporter d'être 26 heures par semaine à l'école, ou bien est-ce que, au contraire, il va falloir lui donner un nombre d'heures beaucoup moindre, etc. Est-ce qu'il a besoin d'être aidé, d'être cadré, d'être accompagné dans sa scolarité, mais de très près par une ABS? Et est-ce qu'il a besoin d'être technique, de matériel, le matériel informatique, d'une table adaptée ou autre chose? Et ça, on y pense facilement. Par contre, on l'oublie parfois chez les adolescents. Les adolescents, ils ont une entrée vers le travail, vers l'insertion professionnelle. Et il sera important de savoir si cet adolescent, il a besoin de pause, il peut supporter les horaires, est-ce qu'il n'est pas trop fatigable, etc. Et c'est un espèce de puzzle qu'on fait autour de la vie de cet adolescent. Et c'est important de savoir où sont les raisons de ce puzzle. Donc, les adaptations du poste de travail, ça, ce sera important aussi. Et puis, toutes les difficultés spécifiques qui peuvent exister, c'est-à-dire, par exemple, la difficulté à se loger pour la famille parce que l'enfant a besoin d'un plein pied, par exemple.
ou a besoin qu'on lui fasse une chambre au rez-de-chaussée, etc. Peut-être parce qu'il a besoin d'une aide animalière aussi. Et peut-être que les parents ont dû déménager pour lui procurer tout ce dont il avait besoin. Et ça, c'est aussi évidemment très important. Et si vous en avez connaissance et que vous estimez que c'est médicalement justifié, eh bien à ce moment-là, c'est intéressant que ce soit aussi écrit dans le certificat médical. Alors, je reviens sur les actes essentiels et l'autonomie. Pour avoir 80%, un taux de 80%, il est important d'avoir des repères sur l'autonomie de la personne. Alors, c'est une diapositive qui est valable autant pour les enfants que pour les adultes. Bien sûr, pour les enfants, il faudra l'adapter en fonction de l'âge. S'orienter dans le temps et dans l'espace. Une personne qui ne s'oriente pas du tout dans le temps et dans l'espace, elle a 80% d'incapacité. Parce que si vous sortez de chez vous et que vous ne savez pas reconnaître les lieux et que donc vous êtes perdu dès que vous avez franchi la porte de la maison, eh ben, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne savez pas vous reconnaître dans le temps, savoir la différence entre hier, aujourd'hui, demain, ben c'est pareil. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas sortir, vous avez une grande difficulté à vivre votre vie quotidienne. Si vous ne savez pas vous comporter de façon logique et sensée, et je pense par exemple à des enfants autistes qui font n'importe quoi, n'importe quand, à quel mot, et qu'il faut par exemple toujours les tenir par la main dès qu'ils sortent de la voiture, parce que sinon ils vont se jeter n'importe où. Tout ça est très important à remarquer et à inscrire du coup sur le certificat médical. Alors, manger un repas préparé, ou ça, bien sûr, pour un enfant qui est capable de manger tout seul, mais justement, est-ce qu'il est capable de manger tout seul? Donc, c'est sûr que manger un repas préparé pour l'enfant de 6 mois, ça n'a pas de sens de répondre à cette question. Par contre, pour un enfant de 5 ans, oui, ça a beaucoup de sens. Entretenir son corps, ben là, il faut aussi attendre que l'enfant ait grandi un petit peu, parce que le petit, il ne va pas faire sa toilette et il ne va pas s'habiller tout seul, mais à partir d'un certain âge, oui. Assumer l'élimination urinaire et fécale. On a des enfants qui ont une déficience intellectuelle telle que, justement, ils n'arrivent pas à acquérir la propreté dans les limites de la normale. Ça, c'est important. La communication, c'est très important. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment vital. J'allais dire la communication individuelle, mais aussi la communication dans un groupe. La manipulation des objets avec… si vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas attraper un crayon sur la table, si vous ne pouvez pas du tout écrire, etc., ben c'est très important et quelquefois, ça peut aboutir à vraiment un taux de 80%. Et bien sûr, les déplacements, si vous ne pouvez pas faire de déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur, ça aboutira également à un taux de 80%. Donc ça, c'est cette diapositive-là, c'est l'ensemble des critères qui vont vous permettre de supposer que le taux sera à 80%. Alors, les relations avec les autres, c'est tous les autres. Alors, ça commence à l'intérieur de la famille. Est-ce que l'enfant a des relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ou est-ce qu'au contraire, il déstructure complètement la famille? Est-ce qu'il est capable de supporter que la famille ait une vie trépidante comme on a aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il va falloir complètement aménager le rythme de vie de la famille pour cet enfant-là? Et puis, bien sûr, après, petit à petit, est-ce que cet enfant, il est capable de travailler avec d'autres? C'est vrai que tous nos enfants, là, et nos petits-enfants, ils font des tas de travaux de groupe, etc. Est-ce que cet enfant, il va être capable de faire un travail de groupe? Et puis, est-ce qu'il va être capable de faire partie d'une équipe, de trouver sa place dans une équipe? La participation à la vie sociale, c'est très important de savoir où sont les retentissements. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste, parce que on a beaucoup de retentissements qui sont sur le versant travail ou apprentissage, puisqu'on a pour les enfants les GEVASCO qui nous disent ce qui se passe à l'école, etc. Mais le GEVASCO ne nous dit pas ce qui se passe à la maison. Et ça peut être très embêtant, parce que si on ne sait pas si les troubles sont présents à la maison, comme je vous le disais, il y a certains enfants qui déstructurent complètement la vie de leurs parents ou de toute leur famille, ou bien qui empêchent leurs parents de dormir la nuit, ou des choses comme ça. Et ça, c'est super important, même dans la détermination du taux.
Et puis, comment cet enfant il s'insère dans les loisirs? C'est une autre forme d'insertion sociale. Ce n'est pas la même chose que celle des apprentissages, mais c'est important. Est-ce que le comportement de l'enfant est compatible avec une activité de loisir, avec une activité de groupe, ou avec le sentiment du danger, ou bien est-ce que cet enfant il fera n'importe quoi parce qu'il va se mettre en danger en permanence? Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez voir en tant que médecin, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est important que ce soit bien corroboré dans toutes les facettes du dossier, donc y compris dans le certificat médical. L'entretien personnel, j'en ai parlé. Important de savoir si l'enfant est capable de faire comprendre ses besoins fondamentaux et s'il est capable d'une relation efficiente, mais ça, je vous l'ai déjà dit. L'orientation et la communication, j'en ai parlé également. Attention à ces enfants qui, justement, ne communiquent pas ou communiquent très peu ou communiquent mal. Et c'est important que celui qui fait le certificat médical parle de ça aussi. Et c'est vraiment très important que ce soit vérifié à tous les niveaux. Le comportement, les émotions, le comportement adapté ou non, la capacité d'avoir une relation efficace, enfin une conversation et une relation avec un collègue de travail, j'allais dire, ou un adolescent collègue à l'école. Et puis, plus tard aussi, la gestion de son propre patrimoine, de son argent, etc. C'est très important aussi. Et ça, il faudra savoir si l'enfant en est capable ou pas. Et puis, bien sûr, tous les déplacements, mais je le mets en dernier parce que c'est ce que tout le monde voit en premier. Donc là, généralement, on a les résultats sur ce domaine-là. Est-ce que cet enfant, il est capable de marcher? Est-ce qu'il est capable de s'habiller, de mettre les boutons de sa chemise ou ses chaussures, etc. Bon, maintenant, on met des chaussures à scratch, c'est plus facile. Et est-ce qu'il est capable de marcher sur 200 mètres? Alors ça, c'est très important, non pas pour le taux, mais pour la carte de stationnement. Parce que quand on ne peut pas marcher 200 mètres, ça suffit à nécessiter une carte de stationnement pour pouvoir se garer justement proche des endroits où on va. Et donc ça ne dépend pas du tout du taux, mais ça dépend de cette limite des 200 mètres. Donc, voilà, les impératifs du certificat médical, énoncer clairement le diagnostic, parce qu'en face, il y aura un médecin qui va lire le diagnostic. Et donc, le diagnostic, ça donne aussi le pronostic et les retentissements du traitement. Il faut donner au médecin de la MDPH une idée de l'état clinique de l'enfant, parce que ça ne suffit pas d'avoir un diagnostic. Si vous marquez trouble de l'apprentissage ou bien épilepsie ou bien paralysie du membre inférieur, bah, ça ne nous dit pas exactement l'état clinique. Il faut expliquer quelle est l'entrave à la vie sociale ou quelle est l'atteinte de l'autonomie personnelle, s'il y en a. Et il faut expliciter aussi, si ça paraît médicalement justifié, la nécessité de la présence parentale. Et c'est très important, surtout dans certaines MDPH, parce que si c'est corroboré par le médecin, ça change tout. Et on ne va pas dire, bah oui, forcément, c'est le troisième enfant, la maman, elle a envie d'être à la maison le mercredi. Ben, oui, c'est ça, mais si le troisième enfant est celui qui pose des problèmes insurmontables, c'est pas seulement parce que c'est le troisième que la maman, elle doit être à la maison le mercredi ou le soir tôt chez elle. Et démontrer aussi les contraintes thérapeutiques qui vont avoir un retentissement sur la vie sociale, soit de l'enfant, soit de ses parents. Et je vous parlais tout à l'heure des séances de rééducation. Eh bien, quand on a un enfant qui a 3 séances de rééducation, ben, il faut aller le conduire, il faut aller le rechercher, quelquefois il faut attendre parce que c'est loin, etc. Donc tout ça, ça a des retentissements sur la vie de toute la famille. Donc, ne pas oublier des pathologies. Ah oui, mais oui, il a une très forte myopie, mais c'est pas ça qui fait tout. Oui, mais ça s'ajoute. Ou bien il a une surdité moyenne, mais c'est pas ça le problème. Son problème, il est surtout moteur. Oui, mais la surdité, ça s'ajoute et ça aggrave. Donc, ça va aggraver l'entrave à la vie sociale. Donc, bien répertorier toutes les pathologies. Bien indiquer le retentissement dans la vie quotidienne. C'est ça qui fait le handicap, c'est le retentissement dans la vie quotidienne. Et s'il y a des questions importantes, quelles qu'elles soient,
eh bien, elles doivent trouver leur réponse dans le dossier. Et ça peut être dans le dossier, dans les autres facettes du dossier, mais quelquefois, ça peut être aussi dans le certificat médical. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation que j'ai trouvée claire et pratique. Et donc, on va laisser place aux questions. La mise en danger concerne-t-elle également les enfants avec TDAH en raison de leur impulsivité et leur hyperactivité? Et le comportement logique et sensé est également impacté. Effectivement, quelle que soit la cause de la mise en danger, mais s'il y a une véritable mise en danger quasiment permanente ou enfin qui est possible à tout moment, ça doit être noté. Et si vous l'avez constaté, c'est encore plus important parce que quelquefois on peut avoir aussi l'impression que les parents majorent les difficultés de leur enfant et si le médecin marque pas de problème de comportement, etc., et que les parents marquent que l'enfant se met en danger tout le temps, ça va être difficile pour le médecin de la MDPH de savoir où est le vrai, où est le faux. Et donc, est-ce qu'on considère que cet enfant-là, il se met vraiment en danger tout le temps ou bien pas? Est-ce que donc il y a une entrave notable à sa vie sociale ou bien pas? Donc la mise en danger, c'est très important, mais tout est dans la mesure, parce que bien sûr, un enfant qui a un TDAH, il peut se mettre en danger, mais tous les enfants qui ont un TDAH ne se mettent pas systématiquement en danger tout le temps. Donc c'est quand même une caractéristique particulière de tel ou tel enfant. Ce n'est pas systématique dans les TDAH. Merci. J'ai une autre question. Alors, ça, c'est une question de Pascal, une remarque. Voilà. Il y a 8 pages à remplir. On répond Oui, à tout ou comment sélectionner? s'il y a des chapitres où il n'y a rien, il faut juste le marquer qu'il n'y a rien. Parce que si c'est pas rempli, si c'est blanc, on ne sait pas si c'est parce qu'on n'a pas rempli ou si c'est parce qu'il n'y a rien. Donc, marquer RAS, ça va vite, ça marche pas de pain. Et au moins, on sait que voilà, les yeux ont été vérifiés, les oreilles ont été vérifiées, il n'y a rien de ce côté-là. Bon, bah, tant mieux, voilà, c'est très bien. Donc, oui, d'accord, ça fait 8 pages, mais je pense que il y a pour beaucoup d'enfants, euh, tout n'est pas à remplir avec, on met pas un quart d'heure pour chaque chose. Et donc, ben, quand il n'y a rien dans un domaine, il n'y a rien sur le plan digestif, ben, tout va bien, point. Mais il faut le dire. Bien. Une autre question, parce qu'il y en a plusieurs. De Ah, Séverine. Dans le périmètre de marche, doit-on indiquer le périmètre de marche sans entrave, douleur et boiterie? oui, bien sûr. Parce que c'est sûr que si la personne ou l'enfant peut marcher 1 kilomètre, mais qu'à la fin, il va lui falloir 3 jours pour ressusciter parce qu'il a été largement au-delà et qu'il faut lui donner des antalgiques parce qu'il s'est fait mal, ben non, non, ça ne va pas. Donc, est-ce qu'il peut marcher 200 mètres sans difficulté, sans s'arrêter et sans qu'il y ait de conséquences graves? Ok. Une question de Clémence. Comment déterminez-vous les heures d'AESH en fonction du taux? Combien peut avoir un enfant au minimum et au maximum? J'ai l'impression qu'ils sont toujours à 6-12 heures. Les heures d'AESH sont généralement inférieures au nombre d'heures de scolarisation, parce qu'on essaye que les enfants puissent avoir des moments où ils n'ont pas d'AESH et où on peut voir ce qu'ils sont capables de faire tout seuls. Ça, c'est une première chose. Euh, Deuxième chose, c'est effectivement l'équipe pluridisciplinaire qui va choisir le nombre d'heures d'AESH. Est-ce qu'un enfant, il a besoin d'une AESH pour presque chaque chose, ou est-ce qu'il a besoin juste pour démarrer les choses, ou est-ce que ça peut être une AESH aussi répartie sur plusieurs enfants, parce qu'on a ça maintenant, les AESH mutualisés. Et c'est vrai que dans une classe, il peut y avoir 2 ou 3 enfants qui ont des difficultés, mais qui ont des difficultés telles qu'il suffit de leur donner un petit coup de pouce de temps en temps et ça va aller mieux. Et donc, ça, c'est l'AESH mutualisé. Après, il y a l'AESH individualisé, c'est-à-dire où la personne qui est là ne peut s'occuper que de cet enfant-là. Et là, effectivement, on va voir si, il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures ou bien de très peu. Et alors, bien sûr,
c'est une courbe de Gauss. Donc, forcément, la majorité, ce sera entre 6 et 12, certes, mais il y en a qui ont 18 heures et il y en a qui peuvent avoir que 3 heures. C'est un peu variable et c'est aussi variable selon les capacités de compensation de l'enfant. Parce qu'un petit enfant qui débute dans la scolarisation, il aura peut-être quelquefois besoin de beaucoup plus d'aide qu'un enfant qui maîtrise des outils de compensation comme l'ordinateur, par exemple, et qui font que petit à petit, il n'aura plus besoin d'aide du tout. Et c'est ça qu'on Merci. vise. Ouais, alors, une petite question qui est en fait une confirmation. Doit-on remplir chaque item du certificat en notant la difficulté par rapport à un enfant du même âge? De toute façon, on réfléchit toujours en fonction d'un enfant du même âge. Ça, c'est systématique. Si on marque une difficulté, ben, il faut préciser exactement la difficulté. Et bien sûr, si un enfant de 12 mois ou de 9 mois ne marche pas, ben, on n'a pas besoin de le préciser, j'allais dire, parce que c'est pas tout à fait. Par contre, c'est tout à fait normal, je dirais. Alors que si un enfant de 2 ans, 2 ans et demi ne sait vraiment pas marcher, c'est super important de le préciser. Ou si un Oui. enfant de 5 ans marche avec un déambulateur, c'est super important de le préciser et qu'il a besoin de son déambulateur. Autre question, tu réponds en un mot. Est-ce qu'il y a toujours un médecin en commission CDAPH? Alors, en Pascal, équipe pluridisciplinaire, il y a toujours un médecin ou une infirmière formée. ok. Une autre, en quelques mots, pareil. Séverine, que mettre dans la conclusion? Dans la conclusion, c'est ce qui vous paraît le plus important, ce qui vous paraît le plus handicapant. Donc, quelle est la grosse limitation d'activité ou quelle est la grosse restriction de participation pour cet enfant? Marie, je ne suis pas très au fait des aides financières que l'on peut demander pour des parents, pour qu'il pour qu'il peut y avoir besoin d'arrêter de travailler. Que ne faut-il pas oublier? Alors, je pense que là, effectivement, la diminution du temps de travail des parents sera fonction d'un certain nombre de choses et en particulier des choix des parents. Euh, Parfois, les parents ont des salaires très petits et donc ils vont faire tout pour ne pas diminuer leur temps de travail et même, mais pour aménager leurs horaires. Il y en a un qui travaille de jour, l'autre qui travaille de nuit, etc. Ça, j'ai connu ça. Et ce qui fait qu'ils ne pourront pas bénéficier de certaines aides parce qu'ils travaillent tous les deux avec un temps plein, mais c'est leur choix. Par contre, il y en a qui font un autre choix, c'est de dire, ah ben, un des deux va s'arrêter à mi-temps, par exemple, pour s'occuper de cet enfant-là. Alors, bien sûr, il faut savoir si c'est nécessaire que cet enfant il ait une attention plus particulière de ses parents. Et c'est vrai que ça va aussi varier avec l'âge. Autant ça peut être nécessaire pour un enfant de 6-7 ans, autant quelquefois pour un jeune de 15 ans, ben, ça va. Maintenant, il a appris à utiliser ses compensations et puis il s'en sort et maman n'a plus besoin d'être là tous les jours pour la cantine ou pour. Donc là aussi, nous, on va réfléchir en fonction de l'âge et en fonction des capacités de compensation de l'enfant. Ok. Séverine, comment aider les parents à avoir des transports pour leur enfant pour des rendez-vous de soins? Alors là, c'est pas toujours de l'ordre de la MDPH. Ça peut être déjà de l'ordre de la sécurité sociale. Si c'est par exemple, si on recherche un transport pour emmener l'enfant chez l'orthophoniste, eh bien, il faudra voir si c'est possible en termes de sécurité sociale. Et c'est pas la MDPH qui va le faire. Par contre, la MDPH parfois va prendre en compte des frais de transport des parents, mais par exemple, quand un enfant est hospitalisé, si les parents vont le voir tous les jours et qu'ils font 100 km par jour pour aller le voir, on peut considérer que ces frais de transport sont nécessaires à la bonne santé de l'enfant, puisque pour un enfant qui est hospitalisé, voir ses parents tous les jours, c'est quand même quelque chose d'important. Donc là encore, ben, tout dépend de. Je ne peux pas répondre parce qu'il y a trop de cas de figure. Ok. Et une question de Véronique. Quand le diagnostic n'est pas encore posé et la prise en charge n'est pas commencée, car on est en attente de prise en charge, comment noter que cet enfant, on l'espère, aura une prise en charge 2 ou 3 fois par semaine? Par exemple, CMP, psychomote, orthophonie. Alors, c'est vrai que parfois, on a cette difficulté. Alors, il faut, là, c'est très important de noter les troubles de l'enfant. Parce que, en fonction de ces troubles, on va voir si le handicap, il est amené à être durable ou pas. Déjà, c'est la première question qui se pose. Y a-t-il des grosses altérations de fonction? Et
est-ce que c'est durable? Est-ce que ça va durer plus qu'un an? C'est vrai qu'un enfant de 5 ans ou 6 ans qui parle quasiment pas ou qui est inintelligible quand il parle, même s'il n'a pas encore commencé la rééducation orthophonique, on sait que ça ne va pas guérir spontanément en 3 mois. Donc là, on peut faire un dossier et même sans avoir le diagnostic fin, on peut savoir qu'il va avoir besoin d'une AESH et qu'il va avoir besoin peut-être qu'il va avoir un taux supérieur à 50 et donc on peut lui donner une AEH. Mais dans certains autres cas, on aime bien avoir le diagnostic pour pouvoir déterminer avec soin le projet thérapeutique. Et dernière petite question finalement, parce qu'on approche parfaitement de nos 20 Oui. heures, donc tu vois, tu as au moins 2 minutes si tu veux pour répondre maintenant. Quand on a un PAP à l'école, quand est-ce que l'on rentre dans le champ du handicap? Ah, ça c'est une question intéressante. On en avait parlé avant avec Joël, parce que effectivement, le fait d'avoir un projet d'accueil personnalisé nécessaire à l'école est parfois déjà un témoignage que cet enfant, il présente des limitations d'activité, des restrictions de participation. Ça veut dire qu'il entre donc dans le champ du handicap. Pas toujours, mais assez souvent. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il a automatiquement un taux de 50%. Parce qu'entre entrer dans le champ du handicap, mais avoir un handicap qui se compense, qui permet quand même une scolarisation normale, etc., peut-être parfois avec une AESH mutualisée, etc., ça ne fait pas un taux de 50%. Mais c'est quand même une entrée dans le champ du handicap. Donc, la réponse est mitigée. On peut ne pas avoir un taux de 50% et être dans le champ du handicap et avoir un PAP. C'est tout à fait possible. On peut aussi avoir un PAP sans entrer du tout dans le champ du handicap. Deux petites questions avec des réponses relativement rapides, si tu veux bien. Carole, qui nous demande, est-ce préjudiciable de remplir un dossier MDPH pour un enfant qui a de petites difficultés? Je pense que ça ne doit jamais être préjudiciable de remplir un dossier MDPH. Par contre, c'est important de ne le remplir que si vraiment on pense que les difficultés seront durables de plus d'un an, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire le dossier. Et du coup, ça va, j'allais dire, invalider l'enfant, ça oui. Par contre, si les difficultés sont prévisibles pour plus d'un an et pour une éventuelle entrave à la vie sociale dans le futur, à ce moment-là, ça vaut le coup de le remplir. Et puis une dernière petite question d'Anne-Claire. Si on obtient le diagnostic entre-temps, peut-on faire un addenda au certificat? Alors, on peut toujours. C'est toujours possible d'ajouter des éléments. Si le dossier a déjà été déposé à la MDPH depuis un certain temps, si on a des éléments médicaux à ajouter, je pense que c'est bon d'essayer de contacter directement le médecin de la MDPH. Parce que à ce moment-là, ça va pouvoir permettre de rejoindre le dossier là où il est et de donner l'élément qui manquait au médecin qui sera chargé d'étudier le dossier. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci surtout à toi, Dominique, pour cette présentation qui a été claire avec des réponses très pratico-pratiques. Voilà, je voulais vous remercier à tous. Bonsoir et puis donc à très bientôt au mois de septembre. Bonsoir et merci. Et merci à Réseaupédia.